Oswald Baboké convoqué au TCS, ce que révèle Jeune Afrique. 22 kg. C'est la quantité d'or que le Cameroun a officiellement déclaré avoir exporté en 2023. Au même moment, sur le marché de Dubaï, environ 15 tonnes d'or présentées comme d'origine camerounaise auraient été enregistrées. Entre ces deux chiffres, il y a un écart de plus de 99%. Et c'est dans ce contexte que Jeune Afrique révèle, ce 30 juin 2026, qu'un homme jusque-là discret est convoqué à plusieurs reprises par les enquêteurs du tribunal criminel spécial. Son nom, Oswald Baboké. Sa fonction, directeur adjoint du cabinet civil de Paul Biya. Et selon le journal, il aurait aussi été cité comme un nom qui circule pour la vice-présidence. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce que dit exactement Jeune Afrique, pas plus, pas moins, sur cette affaire. Abonnez-vous à Emma Décrypte pour ne rien manquer des prochains développements de ce dossier. Partie 1. Les faits. Reprenons calmement ce que rapporte Jeune Afrique. Oswald Baboké occupe la fonction de directeur adjoint du cabinet civil de la présidence camerounaise. Selon les révélations du journaliste Boris Berthold, relayées par Jeune Afrique, il serait considéré comme un nom favorisé par Chantal Biya dans la perspective d'une vice-présidence. Le 26 juin 2026, il aurait été entendu par les enquêteurs du TCS. Deux nouvelles convocations, les 30 juin et 1er juillet, auraient également été prévues, toujours selon le journal. Ces auditions concerneraient deux dossiers distincts et sans lien apparent entre eux. Premièrement, un dossier lié à la traçabilité de l'or camerounais, dans le cadre du suivi assuré par l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, l'ITIE. Deuxièmement, l'enquête ouverte après la diffusion, le 12 juin, d'un décret présenté à la CRTV et dont l'authenticité est aujourd'hui questionnée par la justice, sur instruction de Paul Biya lui-même selon Jeune Afrique. Deux affaires, une même personne entendue, au moment précis où son nom circule pour un poste politique majeur. Voilà le point de départ de cette histoire. Partie 2. Ce qui attire l'attention. Maintenant que nous avons posé les faits tels que rapportés par Jeune Afrique, prenons un peu de recul. Car dans cette affaire, ce ne sont pas seulement les convocations qui retiennent l'attention. Ce sont surtout plusieurs éléments qui, mis côte à côte, donnent à ce dossier une résonance particulière. Et au Cameroun, vous le savez, lorsque plusieurs événements importants arrivent presque au même moment, les discussions commencent immédiatement. Au quartier, avant même que quelqu'un ait fini de lire l'article, les commentaires démarrent déjà. L'un affirme « Ah, cette histoire cache forcément quelque chose ». Un autre répond aussitôt « Mon frère, laisse d'abord les enquêteurs travailler ». Au Cameroun, si on écoute seulement les commentaires, même le coq finit par devenir ministre. Toute la terrasse éclate de rire. Mais derrière cette plaisanterie, il y a une réalité. Il faut distinguer les faits des interprétations. Le premier élément qui attire naturellement l'attention, c'est le calendrier. Selon Jeune Afrique, ces convocations interviennent au moment où le nom d'Oswald Baboké circule dans les discussions autour d'une éventuelle vice-présidence. Le journal rapporte que son nom serait cité parmi ceux évoqués pour cette fonction. Encore une fois, cela ne signifie pas qu'une nomination était acquise. Cela ne signifie pas non plus que les auditions soient liées à cette perspective. Le journal lui-même reste prudent. Mais il souligne que ces auditions pourraient avoir des conséquences sur cette hypothèse politique. Et c'est précisément ce qui nourrit les commentaires. Parce qu'au Cameroun, lorsqu'un événement judiciaire et un événement politique arrivent presque en même temps, beaucoup cherchent immédiatement à établir un lien. Pourtant, un rapprochement dans le temps ne prouve pas une relation de cause à effet. C'est une règle simple, mais essentielle. Comme le dit souvent un ancien du quartier, deux taxis peuvent arriver ensemble au carrefour sans transporter les mêmes passagers. Autrement dit, deux événements peuvent être simultanés sans être directement liés. Il faut donc éviter de tirer des conclusions hâtives. Le deuxième élément qui attire l'attention, ce sont les chiffres liés à l'or. Et là, il faut reconnaître que les données rapportées impressionnent. Selon Jeune Afrique, en s'appuyant sur les informations publiées par l'ITIE, le Cameroun aurait produit environ 44 tonnes d'or entre 2021 et 2025, tandis que les exportations officiellement déclarées représenteraient environ 148 kg sur la même période. Lorsque beaucoup de Camerounais entendent ces chiffres, ils sortent immédiatement leur calculatrice, ou plutôt leurs doigts. Quelqu'un commence à compter. Il s'arrête. Il recommence. Puis il regarde son voisin. « Attends, tu peux vérifier ? Je crois que mon téléphone refuse lui-même de croire aux chiffres. » Les rires fusent. Mais derrière l'humour, une interrogation demeure. Si ces données sont exactes, comment expliquer un tel écart ? C'est justement l'objet des investigations. Et il faut insister sur un point essentiel. Un écart statistique n'est pas une preuve de responsabilité individuelle. Les enquêteurs doivent encore établir les explications possibles.
Erreurs administratives? Problèmes de traçabilité? Commerce informel? Autres mécanismes? À ce stade, l'enquête est précisément là pour répondre à ces questions. Au Cameroun, on aime dire avec humour: quand les comptes ne tombent pas justes, ce n'est pas la calculatrice qu'on accuse en premier. On recommence d'abord le calcul. C'est exactement ce que font les enquêteurs. Ils vérifient, ils croisent, ils contrôlent, ils comparent. Parce que la justice ne fonctionne pas avec des impressions. Elle fonctionne avec des éléments vérifiés. Le troisième élément qui intrigue beaucoup d'observateurs est une phrase rapportée par Jeune Afrique. Le journal cite une source proche du dossier affirmant que d'autres personnalités, y compris des proches de la famille présidentielle, pourraient également être entendues. Et cette phrase change complètement la perception de l'affaire. Pourquoi? Parce qu'elle laisse entendre que les investigations ne se limiteraient pas à une seule personne. Attention! Là encore, être entendu ne signifie pas être mis en cause. Les enquêteurs auditionnent souvent plusieurs personnes afin de reconstituer les faits. C'est une pratique normale dans une procédure. Mais cette information montre que le champ des investigations pourrait être plus large que ce que beaucoup imaginaient au départ. Au quartier, quelqu'un résume cela avec son humour habituel. Quand le chef du village dit que toute la famille est invitée à la réunion, chacun commence à vérifier s'il a bien éteint sa marmite avant de sortir. Les éclats de rire ne tardent pas. Mais le message est simple. Une enquête importante conduit souvent les enquêteurs à entendre plusieurs personnes. C'est ainsi qu'ils confrontent les informations. Un autre élément mérite également d'être souligné. Les deux affaires évoquées par Jeune Afrique sont de nature très différente. D'un côté, un dossier portant sur la traçabilité de l'or. De l'autre, une enquête relative à un décret dont l'authenticité est contestée. À première vue, rien ne rapproche ces deux dossiers. Et pourtant, le même nom apparaît dans les deux procédures selon le journal. C'est cette coïncidence qui attire naturellement l'attention des observateurs. Mais encore une fois, prudence. Le fait qu'une personne soit entendue dans deux enquêtes distinctes ne permet pas, à lui seul, de tirer des conclusions sur sa responsabilité. Chaque dossier possède ses propres faits, ses propres éléments, ses propres investigations. Au Cameroun, un ancien résume cela avec une formule qui fait sourire. Si le même chauffeur conduit deux voitures différentes, ce n'est pas parce qu'une tombe en panne que l'autre est forcément cassée. Voilà pourquoi il est important de traiter séparément chaque procédure. Enfin, il y a un dernier aspect qui explique l'intérêt suscité par cette affaire. Le contexte. Le Cameroun traverse une période où chaque information concernant les institutions est suivie avec une attention particulière. Dans un tel climat, la moindre convocation, la moindre déclaration ou le moindre développement prend immédiatement une dimension nationale. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les groupes WhatsApp se remplissent de messages. Les débats envahissent les taxis, les marchés, les bureaux et les salons de coiffure. Tout le monde veut comprendre. Tout le monde veut anticiper la suite. Mais comme le rappelle souvent un sage du quartier, le tam-tam annonce la danse, il ne dit pas encore qui gagnera le concours. Autrement dit, les événements attirent l'attention, mais ils ne permettent pas encore de connaître l'issue de l'histoire. C'est pourquoi il faut résister à la tentation de transformer chaque information en certitude. À ce stade, ce qui est établi, ce sont les éléments rapportés par Jeune Afrique. Des convocations, deux enquêtes distinctes, des chiffres qui interrogent et des investigations qui se poursuivent. Pour le reste, il appartient désormais aux autorités compétentes de vérifier les faits, d'entendre les personnes concernées et, le moment venu, de communiquer leurs conclusions. C'est seulement à cette étape que l'on pourra distinguer définitivement les hypothèses, les spéculations et les faits établis. Partie 3. Le décryptage. Bon. Maintenant que les faits sont posés, prenons le temps de décortiquer cette affaire. Parce qu'au Cameroun, on aime souvent aller directement à la conclusion sans passer par les explications. Pourtant, c'est justement dans les détails que se cache l'essentiel. Et ici, il faut distinguer clairement deux dossiers différents. Ils concernent la même personne selon les informations rapportées par Jeune Afrique, mais ils ne portent pas sur les mêmes faits. Les mélanger reviendrait à confondre deux matchs différents simplement parce qu'ils se jouent dans le même stade. Commençons donc par le dossier de l'or. C'est celui qui attire le plus l'attention, notamment à cause des chiffres évoqués. Selon les données de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, citée par Jeune Afrique, le Cameroun aurait officiellement déclaré seulement 22 kg d'or exportés en 2023, alors que des statistiques commerciales feraient apparaître environ 15 tonnes d'or présentées comme d'origine camerounaise à Dubaï la même année. Quand beaucoup de Camerounais entendent ces chiffres, la première réaction est souvent l'étonnement. Au quartier, quelqu'un lance: « Attends un peu, on parle bien des mêmes kilos ?»
On n'a pas oublié quelques zéros en route? Les voisins éclatent de rire. Mais derrière cette plaisanterie se cache une vraie interrogation. Comment expliquer un tel écart si les données se confirment? C'est précisément ce que cherchent à comprendre les enquêteurs et les organismes de contrôle. Attention cependant à ne pas aller plus vite que les faits. Les chiffres rapportés soulèvent des questions, mais ils ne désignent pas, à eux seuls, des responsables. Entre un constat statistique et une responsabilité individuelle, il y a tout le travail de l'enquête. Et ce travail est loin d'être simple. Le secteur de l'or est complexe. Avant qu'un gramme d'or arrive sur un marché international, il passe souvent entre plusieurs mains. Extraction, collecte, transport, transformation, vente, exportation. Chaque étape nécessite des vérifications lorsqu'une anomalie apparaît. Au Cameroun, beaucoup résument cela avec humour. Une poule ne traverse pas tout le marché sans que quelqu'un la voie. Autrement dit, lorsqu'un circuit économique est étudié, les enquêteurs cherchent à comprendre l'ensemble du parcours, pas seulement son point de départ ou son point d'arrivée. Selon Jeune Afrique, le nom d'Oswald Baboké ainsi que celui d'un proche de sa famille auraient été régulièrement cités dans le cadre de ces vérifications, ce qui aurait motivé sa convocation. Le journal précise également qu'il conteste toute implication dans une activité illicite. Cette précision est essentielle. Être entendu dans une enquête ne signifie pas que les faits sont établis à votre encontre. C'est justement pour vérifier les informations que les enquêteurs procèdent à des auditions. Au quartier, un ancien fonctionnaire résume cela avec son humour habituel. Quand le maître appelle tous les élèves au tableau, ça ne veut pas dire que toute la classe a triché. Il veut d'abord comprendre ce qui s'est passé. Voilà une image simple, mais qui rappelle un principe fondamental. Une enquête sert à établir les faits, pas à distribuer des condamnations avant l'heure. Maintenant, intéressons-nous au deuxième dossier, celui du décret dont l'authenticité est contestée. Selon Jeune Afrique, cette affaire trouve son origine dans la diffusion, le 12 juin, d'un document présenté à la CRTV comme un décret présidentiel. Toujours d'après le journal, le président Paul Biya aurait demandé qu'une enquête soit ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire. À ce stade, plusieurs questions demeurent sans réponse. Qui a élaboré ce document? Comment a-t-il circulé? Par quels canaux est-il arrivé jusqu'à la télévision nationale? Ces interrogations restent au cœur des investigations. Le journal ne précise pas pour quel motif exact Oswald Baboké aurait été entendu dans ce second dossier. Certains observateurs avancent l'hypothèse que ses fonctions au sein du cabinet civil pourraient expliquer que les enquêteurs souhaitent recueillir son témoignage. Mais il est important d'insister, il s'agit d'une hypothèse d'analyse, pas d'une information confirmée. Au Cameroun, les rumeurs aiment courir plus vite que les communiqués officiels. À peine une information sort, quelqu'un affirme déjà connaître toute l'histoire. Un autre dit avoir parlé à quelqu'un qui connaît quelqu'un. Puis un troisième assure que son oncle travaille là où tout se décide. Et en quelques heures, les réseaux sociaux fabriquent parfois un scénario complet. C'est justement ce qu'il faut éviter. Une enquête ne se construit pas sur des suppositions, mais sur des éléments vérifiés. Ce qui rend cette affaire particulièrement sensible, c'est aussi le contexte politique dans lequel elle intervient. Depuis plusieurs mois, les médias évoquent des discussions autour de l'avenir des institutions et des équilibres au sommet de l'État. Dans un tel climat, toute information touchant une personnalité occupant une fonction importante attire naturellement davantage l'attention. Mais là encore, prudence. L'intérêt médiatique d'un dossier ne dit rien, à lui seul, sur l'issue de l'enquête. Au quartier, un ancien aime rappeler. Quand deux éléphants se croisent, tout le monde regarde. Mais ce n'est pas parce qu'on regarde qu'ils vont forcément se battre. Autrement dit, l'attention suscitée par une affaire ne doit pas être confondue avec son résultat. Ce dossier met également en lumière un enjeu plus large, la transparence dans la gestion des ressources naturelles. L'or est une richesse stratégique. Lorsqu'un pays dispose de ressources minières, les citoyens s'attendent à ce que leur exploitation bénéficie à l'économie nationale, dans le respect des règles en vigueur. C'est pourquoi les données publiées par des initiatives comme l'ITIE sont suivies avec attention. Elles permettent d'identifier d'éventuels écarts qui méritent ensuite d'être expliqués. Encore une fois, constater un écart statistique n'est pas établir une responsabilité pénale. Entre les deux, il existe tout un processus d'investigation. Au fond, c'est cela que révèle cette affaire, l'importance des mécanismes de contrôle. Les chiffres interrogent. Les auditions cherchent à vérifier. Et seules les conclusions des autorités compétentes permettront de dire si ces anomalies trouvent une explication administrative, technique ou autre. Comme on aime le dire avec un sourire au Cameroun. Quand la poussière se lève sur la route, le sage ne dit pas tout de suite qu'il y a un accident. Il attend de voir si c'est une voiture, ou simplement le vent.
C'est exactement l'attitude qu'impose ce dossier. Observer les faits, attendre les résultats des investigations et distinguer soigneusement ce qui est établi de ce qui relève encore des hypothèses. C'est à ce prix que le débat public peut rester rigoureux et crédible. Partie 4. La lecture camerounaise. Maintenant, quittons un instant les bureaux climatisés, les rapports d'enquête et les procédures judiciaires. Descendons un peu au quartier. Parce qu'au Cameroun, lorsqu'une affaire politique éclate, il existe toujours un deuxième tribunal, celui de l'opinion publique. Là-bas, les juges ne portent pas de robe noire. Ils sont assis sur un banc devant une boutique, autour d'un plateau de café, dans un taxi, au marché ou devant une télévision qui diffuse les informations. Et chacun y va de son commentaire. La première question qui revient partout est presque toujours la même. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces convocations arrivent-elles précisément à ce moment-là? Pourquoi cette affaire prend-elle autant d'ampleur aujourd'hui? Pourquoi ce nom attire-t-il soudain autant d'attention? Ces questions, beaucoup se les posent. Mais attention, se poser une question n'est pas y apporter une réponse. Les spéculations ne remplacent pas les faits, et seule l'enquête pourra établir ce qui relève des coïncidences, des responsabilités éventuelles ou d'autres explications. Au quartier, chacun a pourtant sa théorie. Le vieux qui suit la politique depuis 40 ans lève doucement la tête et dit « Mon fils, au Cameroun, quand les tam-tams commencent à battre, ce n'est jamais sans raison. Mais il faut attendre de voir qui danse vraiment. » Tout le monde éclate de rire. Parce que cette phrase résume une certaine prudence populaire. Ici, les Camerounais ont appris avec le temps qu'une convocation n'est pas une condamnation. Une rumeur n'est pas une preuve. Et une information relayée sur les réseaux sociaux n'est pas forcément une vérité. C'est une expérience forgée par des décennies d'affaires qui ont parfois connu des rebondissements inattendus. Alors, beaucoup préfèrent observer avant de conclure. Mais il y a un autre élément qui marque les esprits, les chiffres évoqués sur l'or. Lorsqu'on entend parler de plusieurs tonnes d'or et d'écarts importants entre certaines données officielles et celles rapportées dans des analyses internationales, forcément, cela interpelle. Même celui qui ne s'intéresse jamais à la politique s'arrête un instant. Au marché, une vendeuse lance en plaisantant. Donc le Cameroun produit autant d'or? Moi, je cherche déjà où est passée ma bague. Tout le monde rigole. Mais derrière cette blague se cache une interrogation bien réelle. Comment expliquer de tels écarts si les chiffres sont confirmés? C'est justement ce que les enquêtes cherchent à éclaircir. Et au Cameroun, quand les chiffres deviennent aussi impressionnants, les imaginations commencent à travailler plus vite que les calculatrices. Certains deviennent soudain experts en mines. D'autres se découvrent spécialistes du commerce international. Il y en a même qui expliquent les circuits de l'or avec une assurance incroyable, alors qu'hier encore, ils ne distinguaient pas une pépite d'un caillou. C'est aussi ça, la magie du débat camerounais. Chacun devient analyste, jusqu'à l'arrivée de la prochaine actualité. Mais revenons au fond. Cette affaire dépasse les personnes citées. Elle pose aussi une question plus large, celle de la confiance. La confiance dans les institutions. La confiance dans les mécanismes de contrôle. La confiance dans la capacité des autorités à faire toute la lumière sur les faits. Car lorsqu'un dossier de cette ampleur surgit, les citoyens attendent avant tout des réponses claires. Ils veulent comprendre. Ils veulent savoir. Ils veulent que les faits soient établis. Et ils souhaitent que les conclusions reposent sur des preuves, pas sur des suppositions. Au quartier, un habitué résume cela avec son humour habituel. Chez nous, la vérité marche parfois à pied pendant que la rumeur roule en voiture. Toute la terrasse éclate de rire. Mais chacun comprend le message. La rumeur voyage vite. Très vite. Elle traverse les quartiers. Elle franchit les villes. Elle arrive même dans la diaspora avant que les enquêteurs aient terminé leur première audition. Et pourtant, la vérité demande souvent davantage de temps. Il faut vérifier, comparer, recouper, contrôler, écouter toutes les parties. C'est cela le travail d'une enquête. Il y a aussi un aspect très camerounais dans cette histoire. Chez nous, lorsqu'un dossier touche des personnalités connues, chacun commence immédiatement à faire des calculs politiques. Certains voient des stratégies. D'autres parlent de rapports de force. D'autres encore imaginent déjà les prochains rebondissements. Mais il faut rester prudent. Parce que les analyses politiques ne remplacent jamais les conclusions judiciaires. Les deux suivent des logiques différentes. Et c'est précisément cette distinction qu'il est important de garder à l'esprit. Le Cameroun traverse une période où chaque information politique est observée avec une attention particulière. Dans un tel contexte, chaque déclaration, chaque convocation et chaque développement prennent naturellement une résonance plus forte. C'est pourquoi cette affaire suscite autant de discussions. Dans les taxis, les passagers débattent. Dans les salons de coiffure, les clients débattent.
Dans les agences de voyage, on débat. Même au kiosque à journaux, chacun donne son avis avant d'acheter son quotidien. Un chauffeur de taxi résume la situation avec une formule qui fait sourire. Mon frère, au Cameroun, la politique est devenue comme un match des lions indomptables. Tout le monde est sélectionneur. Et il n'a pas complètement tort. Tout le monde analyse. Tout le monde interprète. Tout le monde prédit la suite. Mais au bout du compte, ce ne sont ni les débats de quartier ni les commentaires sur Internet qui rendront leurs conclusions. Ce sont les institutions compétentes. Alors, malgré l'humour qui accompagne souvent les discussions, beaucoup de Camerounais gardent une attitude de retenue. Ils attendent les résultats. Ils veulent des faits. Ils veulent des explications. Ils veulent savoir si les écarts constatés seront effectivement éclaircis. Et surtout, ils souhaitent que la vérité, quelle qu'elle soit, puisse être établie dans le respect du droit et de la présomption d'innocence. Car au final, derrière les plaisanteries, derrière les débats animés et derrière les commentaires parfois très colorés, une idée rassemble beaucoup de citoyens. La transparence est dans l'intérêt de tous. Et comme on aime le dire avec un sourire au quartier, la marmite peut rester fermée un moment, mais le jour où on soulève le couvercle, c'est ce qu'il y a dedans qui parle, pas les commentaires autour. C'est désormais aux enquêtes de dire ce que contient réellement cette marmite. D'ici là, le meilleur réflexe reste de distinguer les faits établis des spéculations et de laisser les investigations suivre leur cours. Partie 5. Ce qui pourrait se passer ensuite. Maintenant, la grande question que tout le monde se pose au quartier, au bureau, dans les taxis, dans les agences de voyage, au marché et même devant les boutiques où on vend le crédit téléphonique, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce qu'au Cameroun, lorsqu'une affaire atteint ce niveau, personne ne veut simplement savoir ce qui s'est passé. Tout le monde veut surtout connaître la suite. Les commentaires commencent déjà. Il y a celui qui dit « Cette fois-ci, c'est sérieux ». Un autre répond immédiatement « Mon frère, au Cameroun, tant qu'on n'a pas vu la fin du film, ne célèbre rien. Ici, beaucoup de séries commencent très fort et finissent sans épisode final. Et il faut reconnaître qu'il y a une part de vérité dans cette prudence populaire. À ce stade, les enquêteurs poursuivent leur vérification. C'est cela qu'il faut retenir. Une convocation n'est pas un jugement. Une audition n'est pas une condamnation. Et une enquête, par définition, sert justement à établir les faits avant toute conclusion. C'est une nuance importante, surtout dans un contexte où les réseaux sociaux fabriquent parfois un verdict avant même que les enquêteurs aient terminé leur travail. Mais malgré cette prudence, plusieurs scénarios restent possibles. Premier scénario. Les investigations continuent. Les enquêteurs croisent les documents. Ils vérifient les mouvements. Ils comparent les déclarations. Ils confrontent les différents témoignages. Ils examinent les chiffres. Ils analysent les circuits. Bref, ils font leur travail. Si ces vérifications permettent d'établir des responsabilités individuelles, la justice pourrait décider d'aller plus loin. Encore une fois, il s'agit d'une possibilité, pas d'une certitude. Deuxième scénario. Les investigations pourraient montrer que certaines personnes entendues n'ont finalement aucun lien avec les faits recherchés. Dans ce cas, elles quitteraient naturellement le dossier sans poursuite. Cela arrive dans toutes les procédures judiciaires sérieuses. Être entendu ne signifie pas automatiquement être poursuivi. Et c'est précisément pour cela que la présomption d'innocence doit rester au centre de toutes les discussions. Troisième scénario. Les enquêteurs pourraient découvrir que le problème dépasse largement les premières hypothèses. Et c'est justement ce point qui intrigue beaucoup d'observateurs. Parce que lorsqu'on parle d'un secteur aussi stratégique que l'or, on ne parle pas simplement d'un individu. On parle parfois d'une chaîne complète. Des producteurs, des intermédiaires, des transporteurs, des exportateurs, des acheteurs, des circuits financiers, des administrations, des contrôles, des déclarations, des frontières. Bref, tout un système. Et lorsqu'un système présente des incohérences importantes, les enquêteurs cherchent naturellement à comprendre où se situe exactement la rupture. Au quartier, on résume cela avec beaucoup d'humour. Si la marmite est vide, ce n'est pas forcément celui qui tient la cuillère qui a mangé tout le repas. Il faut regarder qui est passé dans la cuisine. Voilà pourquoi beaucoup estiment que cette affaire pourrait continuer encore longtemps. Car remonter une chaîne économique est souvent plus compliqué que d'interroger une seule personne. Et puis, il y a aussi le deuxième dossier. Celui du décret présenté comme authentique avant que son authenticité ne soit remise en question. Là également, plusieurs questions restent ouvertes. Comment un document présenté comme présidentiel a-t-il pu circuler? Qui l'a fabriqué? Qui l'a transmis? Qui l'a validé? Qui l'a diffusé? Qui en connaissait l'origine?
Autant de questions auxquelles seule l'enquête pourra répondre. Là encore, il faudra attendre les conclusions officielles. Pas les rumeurs. Pas les captures d'écran. Pas les audios WhatsApp qui commencent toujours par « Mon cousin travaille là-bas ». Ou encore « J'ai un frère qui connaît quelqu'un à tout dit ». Au Cameroun, ces phrases annoncent souvent des histoires plus imaginatives que les scénarios de cinéma. Il faut donc garder la tête froide. Parce que la justice fonctionne avec des preuves. Pas avec les « on dit ». Pas avec les « j'ai entendu ». Pas avec les « on raconte ». Et puis il existe une autre conséquence possible. Une conséquence politique. Même lorsqu'aucune décision judiciaire n'est encore rendue, une affaire très médiatisée peut parfois modifier certaines perceptions. Les observateurs de la vie publique le savent. Dans tous les pays, lorsqu'une personnalité occupant un poste important est citée dans une enquête, cela attire naturellement davantage l'attention. Cela ne signifie pas qu'elle soit coupable. Mais cela signifie que chacune de ses décisions sera désormais observée avec encore plus d'attention. C'est un peu comme au quartier lorsqu'un gardien de but commet une erreur pendant un match. Même s'il réalise ensuite 10 beaux arrêts, tout le monde continue de regarder chacun de ses mouvements. C'est la réalité de l'exposition publique. Et pendant ce temps, les Camerounais, eux, continuent de suivre cette histoire avec leur mélange habituel d'humour et de prudence. Au tournant du quartier, quelqu'un lance « Mon frère, cette série dépasse déjà les saisons de certaines telenovelas ». Un autre répond « Attends seulement le prochain épisode ». Au Cameroun, les rebondissements aiment arriver quand tout le monde croit que le film est terminé. On en rit. Mais derrière cette plaisanterie se cache une vraie attente. Les citoyens veulent comprendre. Ils veulent des explications. Ils veulent savoir pourquoi les chiffres publiés sur l'or présentent un écart aussi important. Ils veulent connaître les conclusions des enquêteurs. Ils veulent que les responsabilités éventuelles soient établies sur la base des faits. Pas des émotions. Pas des appartenances politiques. Pas des rumeurs. Simplement des faits. Et c'est sans doute cela la leçon la plus importante. Dans une affaire aussi sensible, chacun doit accepter que le temps de la justice n'est pas toujours le temps des réseaux sociaux. Les enquêtes demandent du temps. Les vérifications demandent du temps. Les expertises demandent du temps. Et les conclusions officielles arrivent souvent bien après les débats passionnés. Voilà pourquoi, aujourd'hui, la seule attitude raisonnable consiste à suivre ce dossier avec vigilance, esprit critique et respect de la présomption d'innocence. Car une chose est certaine, cette affaire continue d'évoluer. Chaque nouvelle audition, chaque communication officielle, chaque élément confirmé, chaque développement judiciaire pourrait modifier la compréhension du dossier. Et c'est précisément pour cette raison que cette histoire reste suivie de près par une grande partie de l'opinion publique camerounaise. Au Cameroun, on dit souvent avec un sourire, le film n'est jamais fini tant que le générique n'a pas commencé. Dans ce dossier, le générique est encore loin. Les prochains développements dépendront des résultats des enquêtes et des informations officiellement établies. C'est donc sur ces éléments, et non sur les spéculations, qu'il faudra juger la suite de cette affaire. Conclusion. Ce que l'on peut retenir avec certitude, à ce stade, 2 enquêtes distinctes, un nom entendu dans les deux, et des chiffres sur l'or qui, s'ils se confirment, dépassent très largement le cadre d'une simple anomalie administrative. Ce que l'on ne peut pas encore affirmer, que ces convocations débouchent sur une quelconque responsabilité personnelle. La présomption d'innocence s'applique ici comme ailleurs. Et vous, pensez-vous que ce dossier de l'or camerounais dépasse largement le cas d'un seul homme? Dites-le en commentaire, et abonnez-vous à Emma Décrypte pour suivre la suite de cette affaire au fur et à mesure qu'elle évolue.